Bonjour Monsieur Morel. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation du Millénaire pour échanger aujourd'hui sur l'évolution du paysage politique à l'horizon 2022. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots ? Alors, je m'appelle Benjamin Morel, je suis maître de conférence à l'université Paris 2, donc avec une spécialité initiale qui était plutôt la science politique. J'ai fait une thèse à l'ENS Cachan sur le Sénat. Donc, ma spécialité initiale, c'est vraiment les assemblées parlementaires, leur fonctionnement et leur élection. Et je me suis ensuite plus spécialisé en droit constitutionnel. Aujourd'hui, donc, je suis maître de conférence en droit public. Merci beaucoup. Ça vous rend particulièrement pertinent aujourd'hui pour discuter justement. Je vais essayer. J'ai des questions à vous, toutes vos réponses, comme disait Woody Allen. Ça va être une discussion du coup très intéressante, surtout qu'on a assez peu de visibilité sur l'évolution du paysage politique. Ça a grandement changé depuis 2017. Rien que la fin du mandat d'Emmanuel Macron pose beaucoup de questions. Et notamment aujourd'hui, est-ce que Emmanuel Macron peut encore rebondir après la crise des Gilets jaunes et la crise sanitaire ? Alors quand on prend les enquêtes d'opinion aujourd'hui, on voit qu'Emmanuel Macron n'est pas si bas dans ces enquêtes d'opinion. Toutefois, il faut faire un petit peu attention, c'est-à-dire qu'on a un paysage politique qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est un paysage politique en grande partie aujourd'hui atomisé, qui non seulement est un paysage politique assez lointain par rapport aux élections de 2022. Si vous prenez le nom des présidents de la République élus un an avant, depuis 1995, vous arrivez à comme liste de présidents de la Ve République, Édouard Balladur, Dominique Strauss-Kahn, Alain Juppé, on ne parlait même pas de François Fillon à l'époque, Lionel Jospin, etc. Donc il faut être très prudent là-dessus. Ensuite, vous avez une opinion qui se politise à l'approche d'une élection. Et donc le fait que justement on ait une opinion qui aujourd'hui ne regarde pas tout à fait les élections présidentielles comme une priorité et du mal à voir quelles sont les alternatives, permet au président de la République d'avoir comme ça cette soupape aujourd'hui de sécurité. Est-ce que ça va durer ? Ça va dépendre de deux choses en réalité. On a un Emmanuel Macron, vous avez rappelé la crise des Gilets jaunes, il y a la crise de la Covid, il y a évidemment la crise Benalla également. On a un Emmanuel Macron qui a été de crise en crise durant son quinquennat. Or, aujourd'hui, vous avez une opinion qui a besoin d'être assurée. Et face à cette crise, face à la crise économique qui vient, elle a besoin de parier sur un chef qui est capable justement d'apaiser les tensions dans le pays. Emmanuel Macron, aujourd'hui, a des difficultés à incarner, au vu de ce quinquennat, cette alternative à lui-même, à ce qu'il a pu être. Donc là, il y a un premier enjeu pour lui, arriver à incarner une France apaisée. Et il y a un deuxième enjeu ensuite, c'est éviter que des forces lui mange un peu sa base électorale au centre droit. Une vraie force de droite pourrait lui grignoter des points, et au centre gauche. Et là, il y a une vraie question. Est-ce qu'une candidature de centre gauche pourrait l'affaiblir suffisamment pour que lui-même n'arrive plus à tenir sa base électorale ? Donc Emmanuel Macron, aujourd'hui, surnage un peu, mais c'est probablement un effet d'optique à un an d'une présidentielle. Vous parlez de rassurer les Français. Selon vous, quel levier me reste-t-il pour redresser la France et reconquérir l'électorat ? Alors redresser la France, c'est un peu tard dans le quinquennat, c'est-à-dire qu'on a un temps législatif aujourd'hui qui est réduit à peau de chagrin. En réalité, on a 9 mois utiles du point de vue du calendrier législatif, une crise à gérer, on ne sauve pas un pays et on ne fait pas des réformes à ce stade-là. Donc, sauver la France, ce sera peut-être pour un prochain quinquennat. Donc là, il faudra voir les programmes. Concernant le maintien de son électorat, il y a 2 enjeux essentiels pour lui aujourd'hui. Arriver à incarner l'État. Et ça, il a plutôt été bien servi jusqu'à présent, justement parce que lors de cette crise, des attaques assez dures ont été faites par une partie de l'opposition, non pas sur la gestion du gouvernement, mais sur l'existence même et sur la cohérence de la politique de l'État. Le fait pour certains élus d'opposition de se ranger derrière Didier Raoult, etc., n'a pas aidé. Il lui a permis justement d'incarner cette forme d'État raisonnable, gestionnaire, qui n'est pas du tout populaire sur les plateaux télé, qui n'est pas du tout populaire sur Twitter, mais qui dans l'électorat lui permet justement d'exister de manière stable. Et c'est pas pour rien dans le petit état de grâce qu'il vit, qui n'est pas non plus mirifique, mais qui lui permet tout de même de tenir d'un point de vue sondagier au-delà des scores à la même période d'un Nicolas Sarkozy ou d'un François Hollande. Ensuite, il y a pour lui un enjeu de triangulation des électorats.
Et là, avec une double stratégie qui en fait a été théorisée assez tôt, avant même la période du Covid, d'un côté tenir l'électorat de centre droit en campant une position plus en adéquation avec ses valeurs, notamment sur les questions sécuritaires, et tenir l'électorat de centre-gauche, qui est un électorat en déshérence, plutôt social-démocrate, quand on regarde un peu ses valeurs, qui est un électorat en réalité plutôt valsiste, mais qui se retrouve à voter pour une grande partie d'entre lui dans Europe Écologie Les Verts, ou vers Europe Écologie Les Verts, qui est un parti dont l'ADN est tout de même plus à gauche, voire pour une partie à l'extrême gauche. Donc là, c'est un électorat qui est réellement en déshérence, et avec qui Emmanuel Macron tente malgré tout de s'accrocher en partant de la question écologique. Sachant que tout de même cet électorat aujourd'hui est un électorat qui a plus maille à partir avec Emmanuel Macron qu'on pourrait le croire, et la question écologique n'est pas l'unique question qui structure aujourd'hui son rapport au macronisme, notamment la question des libertés publiques, la question de la loi anti-casseurs, etc., fait énormément de mal au rapport entre Emmanuel Macron et cet électorat. Cet électorat, donc, vous en avez une partie qui vote Emmanuel Macron par défaut, une autre partie qui vote Europe Écologie Les Verts, mais il faut comprendre que la politique, c'est un jeu de gravité, c'est-à-dire comme les planètes s'attirent entre elles et forment des systèmes, eh bien les électeurs s'attirent entre eux, et plus ils acquièrent de masse, plus ils s'agglomèrent dans un effet de vote utile. Si vous avez une partie de l'électorat de centre-gauche qui croit en la victoire d'Emmanuel Macron comme étant la seule raisonnable, et une partie de l'électorat de centre-droit qui ne croit pas en une victoire de la droite sous ses propres couleurs, mais juge que ce candidat-là est le candidat le plus à même d'incarner quelque chose le moins loin possible de ses valeurs, à ce moment-là, vous avez une masse critique qui peut tenir. Il faut tenir cette masse. Or, aujourd'hui, si jamais vous avez des forces dynamiques à droite et à gauche qui écartèlent cette masse, il y a un risque que, justement, l'effet de gravitation joue en défaveur d'une candidature macronienne. Donc cet électorat aujourd'hui, il tient, mais c'est un alliage et c'est un attelage fragile. Et finalement, il tient grâce à Emmanuel Macron. Est-ce que vous voyez un avenir à La République En Marche sans ou après Emmanuel Macron ? Alors, c'est évidemment extrêmement complexe parce qu'on a une formation politique qu'on a souvent un peu rapidement rapproché du gaullisme. Sauf que le gaullisme s'ancrait dans une tradition politique bonapartiste. Il y avait également un personnel politique derrière qui était un personnel politique quelque peu chevronné, même si parfois il ne venait pas directement de la politique, mais il y avait tout de même des structures. Il y avait un parti qui était déjà assez ancien, le RPF, etc., qui avait compté de nombreux militants, qui était déjà un parti de masse. Là, on a une structure, on a un parti qui n'en est pas vraiment un, qui est une loi de 1901, certes, mais qui n'a pas de formation militante, qui n'a pas d'engagement militant sur le long cours, avec des élus qui ne se projettent pas, pour beaucoup, dans une carrière politique à long terme. Donc, on a un ensemble très fragile qui tient par une chose, par un candidat. Par un candidat et jusqu'à présent par un programme. Le problème de ce programme aujourd'hui, c'est qu'au vu des crises justement qu'a traversé le macronisme, il apparaît difficilement applicable et on ne comprend le quinquennat macronien que si on comprend qu'à la fin de chaque crise, Benalla, Gilets jaunes, premier confinement, la façon de se sortir de cette crise telle que présentée par Emmanuel Macron a été en fait la reprise du processus législatif. Je m'intéresse beaucoup aux questions relatives aux collectivités territoriales, par exemple. La loi 4D, qui probablement va être abandonnée à ce stade, a été servie comme solution à la crise de confiance issue de Benalla, à la crise des Gilets jaunes et à la crise de la Covid. Donc il y a eu vraiment cette pertinence-là et cette persistance de s'attacher à un programme à défaut d'autre chose en plus du candidat. Or, on voit aujourd'hui que ce programme-là, à ce stade du quinquennat et au vu des crises traversées, il n'est plus tenable, il n'est plus assumable. Ce paysage est quand même assez négatif, finalement, pour le président de la République. Les derniers sondages montrent aussi qu'il pourrait être en ballottage au second tour dans une marge d'erreur assez mince avec Marine Le Pen pour 2022. Est-ce que Marine Le Pen peut réellement espérer gagner face à Emmanuel Macron ? Alors face à Emmanuel Macron, c'est en effet une possibilité qui est aujourd'hui sérieuse parce qu'en réalité, tout à l'heure j'évoquais les rapports entre Emmanuel Macron et les électeurs de gauche. Sur quoi se fait le succès d'Emmanuel Macron en 2017 et sur quoi se fait également le succès de Jacques Chirac en 2002 face à Jean-Marie Le Pen ? En fait, sur une forme de front républicain, vous avez des électeurs de droite et de gauche qui se retrouvent pour faire barrage au Rassemblement national. Est-ce qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui, est susceptible de créer
cette forme de vote front républicain contre Marine Le Pen. C'est loin d'être évident en réalité. Une partie de l'électorat de gauche aujourd'hui, quand on prend les enquêtes, le jour d'un second tour Marine Le Pen, Emmanuel Macron, non pas qu'il ira voter Marine Le Pen, mais en réalité, il aura piscine, il aura poney, il aura soleil, il aura peut-être confinement, mais il aura sûrement pas je me déplace à l'urne, parce qu'en réalité, cette fois-ci, ça ne se passera pas avec mon vote. Cette position-là, aujourd'hui, on la retrouve très ancrée, y compris dans une partie de l'électorat assez macro-compatible, c'est-à-dire un électorat social-démocrate, mais qui ne partage pas justement, pas uniquement, j'y reviens sur les questions d'écologie, mais sur les questions de liberté publique, la position d'Emmanuel Macron. Le RN a été assez intelligent lorsque, notamment lors de la loi anti-casseurs, etc., Marine Le Pen a adopté une position qui pouvait troubler cet électorat, en expliquant que celle qui défendait les libertés publiques, c'était elle, contre le gouvernement. Ce positionnement stratégique, probablement très cynique, mais a été extrêmement intelligent parce qu'il a déstabilisé cet électorat. De l'autre côté, on a un électorat LR qui s'est transformé fondamentalement. Si vous regardez ce qui s'est passé aux européennes, et si vous regardez ce qui s'est passé aux municipales, vous voyez que quand l'électorat de droite traditionnelle croit en une victoire sous ses propres couleurs, il vote pour ses propres couleurs. C'est un électorat qui est plutôt âgé, pour une grande partie d'entre lui, et qui a une vraie identité politique. Il a voté à droite pendant des années. S'il peut revoter à droite avec une chance de l'emporter, il revotera à droite. Donc c'est pas un électorat qui est acquis pour Emmanuel Macron. Mais si jamais la droite n'arrive pas à peser, le résultat des européennes, c'est qu'en fait, vous avez un effet utile en faveur d'Emmanuel Macron, certes, pour un tiers de cet électorat, mais également en faveur du Rassemblement national, pour un autre tiers de cet électorat. Et que donc l'idée d'écarteler la droite, avec cette idée que, in fine, s'il est écartelé, l'électeur ira forcément voter pour La République En Marche, c'est une idée qui a vécu. Aujourd'hui, l'électeur qui n'a plus de maison à droite, il peut également se retrouver dans l'escarcelle du Rassemblement national. Et lors d'un second tour Macron-Le Pen, une partie substantielle de l'électorat LR peut aller voter RN. Conjuguer ça avec une absence de réserve de voix importante à gauche, en effet, vous avez la possibilité d'une défaite au second tour. Ça donne également de l'espoir pour les autres partis de pouvoir émerger dans ce capharnaüm qui existe finalement. Est-ce qu'il n'y a pas de la place pour un candidat, disons, de droite classique? Et à défaut aujourd'hui d'avoir un candidat, quelle stratégie devrait-il aborder? Il y a de la place pour un candidat de droite classique parce que, en réalité, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, comme je le disais tout à l'heure, il demeure une identité de droite, très fortement ancrée dans l'électorat potentiel de la droite. Parce que c'est un électorat traditionnel qui a longtemps voté à droite et qui croit justement dans cette identité politique. Et ça, souvenez-vous de la métaphore que je faisais tout à l'heure sur la gravité. Si vous avez une base électorale solide et supérieure à vos adversaires immédiats sur le schéma politique, vous pouvez attirer d'autres électeurs par un effet de vote utile. Donc il faut arriver pour la droite d'abord à garder cette base électorale, cette masse. Et ensuite, la droite a un autre avantage, c'est qu'elle est entourée de forces qui sont des forces relativement en difficulté. D'un côté, je le disais, on a un électorat social-démocrate qui n'a pas réellement de candidat, qui se réfugie qui chez Emmanuel Macron, qui chez Europe Écologie Les Verts par défaut. Une candidature gaulliste sociale peut aller chercher sur ce segment électoral-là de manière assez aisée, en disant grosso modo, le seul recours face au Rassemblement national, le recours le plus crédible, c'est moi, parce que le problème de report de voix qu'a Emmanuel Macron, un candidat de droite gaulliste social ne l'aurait peut-être pas. Et deuxièmement, vous avez un Rassemblement national aujourd'hui qui est en difficulté stratégique, qui parie justement sur une forme de désert du paysage politique, qui lui permet justement d'apparaître comme le principal opposant à Emmanuel Macron et de cristalliser les mécontentements. Mais les difficultés d'un parti attrape tout, comme l'est devenu le Rassemblement national, c'est que vous conjuguez des contraires. Deux exemples sur l'euro. L'euro et l'idée de renoncer à la sortie de l'euro est stratégiquement plutôt intelligent de la part de Marine Le Pen, parce qu'en effet, ça faisait peur à une grande partie de l'électorat. Mais le revers de ça, c'est que tout le discours qui était le sien en 2016 sur une forme de gaullisme social, la reconquête des classes populaires, le retour de l'État-providence, etc., tout ça aujourd'hui est démonétisé, est très difficile à vendre. Et quand vous prenez les discours de Marine Le Pen aujourd'hui, elle parle peu de questions économiques et sociales. Et ça, dans une crise économique et sociale majeure comme celle qui nous attend, c'est une vraie difficulté. La droite a un logiciel là-dessus,
le Rassemblement national va avoir toutes les peines du monde à avoir un logiciel là-dessus. Ensuite, vous avez par exemple la question des frontières. Marine Le Pen, ces derniers jours, dit « je ne sors pas de Schengen ». Parce que justement, ça fait peur, parce que le RN veut se normaliser, etc. Le problème, c'est que quand vous prenez l'enquête Cevipof du mois de juin, vous voyez que 74% des Français jugent que l'autorité qui doit assurer le contrôle des frontières, c'est l'État et pas l'Union européenne. Rentrer, du coup, avec ce discours-là, dans un débat avec la droite qui, sous Nicolas Sarkozy, a suspendu Schengen, c'est pas forcément à son avantage et ça peut conduire à troubler un peu plus son électorat. En tenant un discours qui est un discours qui montre d'une certaine façon cette errance aujourd'hui stratégique et intellectuelle du Rassemblement national, et que eh bien, ce vote protestataire, ce vote même révolutionnaire que pouvait être celui du Rassemblement national aujourd'hui a vécu, que le Rassemblement national, tout en voulant faire du Trump, se rapproche du programme de l'UDI, eh bien, fondamentalement, ça peut être aujourd'hui une façon de déstabiliser cet électorat et pour la droite d'en récupérer une partie. Donc un arc allant d'une partie de l'électorat RN à une partie de l'électorat social-démocrate n'est pas impossible à conquérir pour LR. La question ensuite, c'est il faut un candidat, vous l'évoquiez tout à l'heure, parce qu'on a affaire sur l'électorat de base de LR, un électorat qui tout de même est marqué par la tradition bonapartiste. Et la tradition bonapartiste fait que, même si le programme n'est pas toujours bon, l'assimilation au chef, le fait de se sentir entraîné par le chef et surtout le fait de croire en la victoire du chef parce qu'il est le chef, vous conduit à voter quoi qu'il arrive. S'il n'y a pas de chef, il n'y a pas de vote utile pour le chef. S'il n'y a pas de vote pour le chef, il n'y a pas de masse suffisante et il n'y a pas d'attrait pour les autres électorats à l'extérieur de la base LR. Parmi les potentiels candidats qui tournent aujourd'hui dans les médias, on entend les noms de Bruno Retailleau, on entend Laurent Wauquiez, on entend Valérie Pécresse, on entend Xavier Bertrand. Selon vous, aujourd'hui, par rapport à cette analyse que vous venez de nous donner, quel est le meilleur candidat qui serait capable de porter ce rassemblement? Celui qui fait aujourd'hui le mieux la synthèse de tout ça, c'est probablement Xavier Bertrand. Parce que justement, il a cette identité séguiniste, néo-séguiniste, souverainiste soft en réalité, qui ne veut rompre avec rien, mais qui donc est rassurant, mais qui en même temps tient un discours, on y reviendra peut-être, mais sur les questions de souveraineté, sur les questions de social, sur les questions d'unité nationale, qui peut réellement prendre dans une partie de l'électorat. Un candidat un peu plus à la droite du parti, mais qui incarne malgré tout une fibre sociale, type Laurent Wauquiez, voire Retailleau, peut également faire exister ça. J'ai un peu plus de mal à croire en une candidature plus centre-droit, tout bêtement parce que la France est un pays, on regarde son mode de scrutin, de ses institutions, qui fonctionne sur le mode de l'alternance. Vous avez une majorité, cette majorité-là aujourd'hui elle est campée par le président de la République et par la République en marche, et elle tient justement sur un logiciel, on va dire néo-orléaniste, compatible avec une seconde gauche. L'idée qu'une candidature type celle de Valérie Pécresse puisse apparaître comme une alternative à ça, sauf évidemment à modifier profondément le logiciel, ça paraît assez difficile à envisager. Donc je crois sincèrement qu'en vue de 2022, c'est peut-être pas cette stratégie-là qui devrait être adoptée. C'est à travers tout ça, c'est finalement la question un peu du take back control qu'on voit apparaître. Quelle forme cela pourrait prendre en France comparé à ce qu'on a pu voir aux États-Unis avec Donald Trump ou au Royaume-Uni avec Boris Johnson? Cette notion du take back control, elle est extrêmement importante et parmi les enjeux qui vont probablement cristalliser ces présidentielles, l'idée de reprendre le contrôle et l'idée de remettre au centre la souveraineté, ce qui ne signifie pas encore une fois forcément une forme assumée et radicale de souverainisme. Mais l'idée de souveraineté va probablement être centrale. D'ailleurs, Emmanuel Macron l'a très tôt compris. Pour regarder son premier discours au Congrès en 2017, il parle de souveraineté. Parce que justement, il a très très bien compris que cette idée de le peuple est dépossédé de sa capacité d'action, la politique n'a plus les moyens d'agir sur le réel, est l'un des ressorts fondamentaux qui conduit à la crise aujourd'hui de la représentation. C'est intéressant de voir la crise des Gilets jaunes. Quand vous prenez les enquêtes relatives aux Gilets jaunes, vous avez deux temps. Vous en avez plusieurs en fait, mais vous en avez au moins deux. Vous avez un premier temps où, grosso modo, les Gilets jaunes ont des revendications économiques et sociales classiques. Je veux qu'on remplisse mon frigidaire. Mon frigidaire est vide, c'est pas normal. Je suis partie d'une collectivité nationale, j'ai voté pour que les choses changent, les choses ne changent pas, mon frigidaire est vide. Et toi, l'État, remplis mon frigidaire, je l'exige. Et l'État dit, oui, mais non,
parce que les contraintes budgétaires, parce que Bruxelles, parce que complexe, parce que la mondialisation. Pas acceptable pour le gilet jaune. Le gilet jaune a une demande en tant que très rousseauiste, d'une certaine façon, en tant que petite unité de souveraineté au sein du grand agglomérat du peuple souverain. J'exige qu'on remplisse mon frigidaire. Et si l'État ne veut pas remplir mon frigidaire, eh bien, il faut que je reprenne le contrôle de cette personnalité qui, normalement, est mon instrument que je devrais pouvoir user, qu'est l'État, mais qui, visiblement, m'a échappé. Donc, le RIC. Le RIC n'est pas une réponse qui arrive comme étant un préalable à la crise des Gilets jaunes. C'est en fait quelque chose d'accessoire, mais c'est un accessoire fondamentalement important, parce que c'est une manière de reprendre le contrôle du politique et du coup de lui réinsuffler de l'efficacité. Donc, pour revenir à la question de la souveraineté telle qu'elle doit être envisagée, c'est ça. La reprise par le politique du contrôle sur le destin du peuple, sachant que le politique est justement ce média entre d'un côté l'expression populaire et de l'autre la capacité du peuple à agir sur son destin. Ça implique un renforcement de la capacité d'action de l'État, un renforcement de la capacité d'action du politique et la capacité à réinsuffler de la croyance dans le politique. Donc ça implique de parler de politique industrielle, ça implique de parler de capacité à agir sur le contrôle des frontières, etc. C'est pour ça, j'évoquais tout à l'heure les évolutions du Rassemblement national, c'est pour ça que je pense sincèrement que le Rassemblement national fait sur ces sujets aujourd'hui une grave erreur. Quand on prend des discours aujourd'hui qui marchent, et qui sont d'ailleurs repris en partie par la majorité, ce sont vraiment ces discours de reprendre le contrôle, et c'est là-dessus, probablement, plus que sur tout le reste, parce qu'en fait, ça synthétise tout. Ça synthétise l'identité, ça synthétise les frontières, ça synthétise la crise économique et sociale que peut se faire la campagne de 2022. C'est également un peu sur ce volet-là que Macron a essayé d'agir ces derniers temps. On a vu la Convention citoyenne sur les aspects environnementaux, il y a eu l'organisation de ce groupe de citoyens pour éclairer, ou en tout cas pour renseigner le plus grand nombre sur l'évolution de la stratégie pour lutter contre la Covid-19. Aujourd'hui, on a aussi vu, depuis 2017 et finalement depuis l'élection de Donald Trump et de Boris Johnson, une évolution du contexte international, du contexte national, qui fait aussi peut-être que ce Take Back Control, il prend une dimension différente, et il s'exprime de manière différente. Le référendum sur le climat, ça peut être une dernière tentative finalement pour Emmanuel Macron d'essayer de rassembler et de regagner les électeurs. Oui et non. Je pense que pour le coup, sur la question du Take Back Control, c'est pas forcément une bonne stratégie pour lui. Je m'explique. La question de convention européenne, de convention pour le climat, etc., c'est une manière de réactiver une forme de participation. Pas de donner le sentiment justement que le politique a une prise sur le réel. Il y a une crise de la représentation, peut-être, mais la vraie crise, c'est une crise d'un sentiment d'impotence de l'État. C'est-à-dire, l'État ne peut pas. L'État me dit, je suis entravé, je ne peux plus agir sur le réel. La vraie question, c'est justement, est-ce que l'État, comme instrument du peuple, peut reprendre prise sur le réel? Et là, le référendum sur le climat est un peu à double tranchant. Parce qu'en réalité, sur quoi va se faire cette campagne? Vous allez avoir des partisans du non qui vont vous dire, en réalité, avec cette campagne, vous dessaisissez le peuple du pouvoir au profit des juges. Parce que en réalité, la portée de cette réforme, si jamais elle devait être adoptée, on la connaîtra dans 10 ans. C'est ce qu'en fera le Conseil constitutionnel qui donnera réellement de la chair au contenu de cette réforme. Donc, en termes de souveraineté et de reprise de contrôle, prendre du pouvoir au peuple, prendre du pouvoir aux législateurs pour en donner au Conseil constitutionnel, c'est loin d'être une évidence. Donc, évidemment qu'ensuite, les sentiments peuvent être bons, etc. Mais du point de vue, justement, du temps historique que l'on vit, je ne suis pas sûr que ce soit tout à fait en adéquation. In fine, est-ce que le référendum sur le climat ne va pas à l'encontre de cette dynamique de reprise de contrôle? En partie. C'est-à-dire que vous faites participer le peuple, mais vous faites participer le peuple pour introduire dans le cadre de la Constitution un élément qui est un élément un peu de fétichisme constitutionnel. C'est-à-dire que généralement,
dès le moment où vous jugez qu'une valeur est importante, vous voulez la constitutionnaliser. L'environnement, c'est important, c'est déjà dans la Constitution, mais comme c'est très important, on va le constitutionnaliser à nouveau. Quel va être l'effet de cette constitutionnalisation? Ça peut affaiblir la protection de l'environnement, si le Conseil constitutionnel décide de plutôt se baser sur l'article 1er que sur la Charte de l'environnement quand il arbitre entre plusieurs libertés et l'environnement. Ça peut être tout à fait neutre, parce que le Conseil constitutionnel dira « c'est déjà dans la Constitution, qu'est-ce que vous voulez que je rajoute ?» Plus, on va avoir une version qui va probablement être amendée par le Sénat. Donc tous les débats un peu qu'on a sur garantie, etc., c'est des débats déjà d'arrière-garde. Et ensuite, vous allez avoir une partie des opposants au oui qui vont dire c'est le gouvernement des juges, c'est Édouard Lambert en 1911, on a une dictature environnementaliste et juridique qui s'impose en France. Les trois, potentiellement, n'ont pas tort. C'est-à-dire que comme l'interprétation de cette disposition, on la connaîtra dans 10 ans, on peut juger que ça va renforcer la protection de l'environnement de manière autoritaire, qu'au contraire ça va l'affaiblir, ou qu'au contraire ça sera totalement neutre. Donc à partir de là, vous demandez aux Français de signer un chèque en blanc pour une mesure symboliquement intéressante, mais dont les conséquences leur échappent totalement et dépendent de juges qu'ils n'ont pas élus. Ça, en tant que tel, ça paraît en effet un peu contracyclique d'un point de vue politique. Et sur cette reprise du contrôle, finalement, est-ce qu'il y a une personnalité qui se dégage pour l'incarner, tout bord confondu, selon vous? C'est complexe aujourd'hui. Vous avez plusieurs hommes politiques qui cherchent à s'approprier un peu cet héritage, cette idée. Marine Le Pen y a en grande partie visiblement renoncé, ce qui est d'ailleurs assez étonnant parce que ça faisait vraiment son succès. Jean-Luc Mélenchon n'y a pas tout à fait renoncé, mais la France insoumise est dans une perspective un peu plus complexe au regard des différentes composantes qui sont les siennes. Arnaud Montebourg l'investit beaucoup. Alors ensuite, est-ce que sa campagne pourra prendre? En tout cas, ça en semble être en partie l'ADN. Du côté de la droite, les Républicains, on sent ce logiciel poindre chez certaines personnalités comme Xavier Bertrand ou Bruno Retailleau, à voir ensuite comment est-ce que ce sera conceptualisé, comment ça apparaîtra dans les programmes. On a vu sur ces sujets-là, quand on prend un peu les enquêtes, notamment l'enquête Sevipov, que malgré tout, il y a une vraie une manière pour les Français de réellement se saisir de ces sujets. Donc, un simple logiciel un peu naïf et un simple vernis ne sera peut-être pas suffisant pour convaincre, d'autant qu'Emmanuel Macron, encore une fois, depuis 2017, n'a pas tout à fait négligé ce logiciel, qu'il a même plutôt campé, et parfois campé de manière un petit peu abscon, pas toujours très très claire, mais en tout cas avec une forme de constance. Donc ce sera un élément qui sera très très partagé. Pour convaincre, il faudra vraiment lui donner de la substance. Merci beaucoup. La crise sanitaire qui est de plus en plus économique aujourd'hui, celle que l'on traverse, est-ce que selon vous, elle bouscule aussi la manière dont les Français perçoivent la maîtrise qu'ils peuvent avoir sur leur destin? Oui, parce que la crise économique a même rebattu quelque peu les cartes sur ce qui apparaissait possible de faire d'un point de vue économique. C'est-à-dire que maintenant, faire une réforme des retraites pour 3 milliards, ça paraît relativement difficile à vendre quand on a déversé plusieurs milliards pour sauver l'économie. Donc là, vous avez une relativisation des chiffres qui fait que le discours sur l'État qui doit être un bon gestionnaire, un bon père de famille, etc., ce discours apparaît relativement difficile à vendre dans l'électorat. Ensuite, vous avez des tabous qui ont sauté sur certains éléments économiques importants. Sur le protectionnisme, ce tabou, il avait déjà sauté dans l'électorat. Quand vous regardez un peu les enquêtes d'opinion, la dernière du Sevipov montre qu'il est totalement explosé, mais déjà avant, on avait une opinion qui se ralliait à une approche plus protectionniste. La nouveauté, c'est que ce tabou a sauté aujourd'hui dans le monde politique. Ensuite, vous avez d'autres tabous qui demeurent, mais dont il va falloir examiner s'ils demeurent réellement longtemps, qui sont par exemple les tabous relatifs à la dette. Quand vous prenez le dernier baromètre, je crois, Odoxa pour Challenge, vous voyez que 30% des Français sont favorables à une annulation de la dette. Mais on vit aujourd'hui une période un peu étrange en réalité, parce que les aides de l'État, le quoi qu'il en coûte, amortit les effets de la crise économique. Or, lorsque justement ces aides disparaîtront, et lorsque l'on vivra vraiment la crise sociale, à ce moment-là, est-ce que vraiment ces tabous, est-ce que vraiment ces difficultés tiendront dans l'électorat, et est-ce que le monde politique pourra également sur ces sujets demeurer sur un discours, on va dire, classique? C'est loin d'être évident. Donc on a une évolution tout de même en profondeur de l'électorat sur les questions économiques qui fait que
les vieux discours traditionnels qu'avaient les formations politiques sur ces sujets, qui allitéraient un petit peu sur les mêmes mesures, eh bien, sont probablement des sujets et des discours qui aujourd'hui vont être difficiles à tenir et qu'il va falloir avoir de vraies ambitions, une vraie politique de reconstruction de l'économie et pas seulement une politique palliative. Et ça, aujourd'hui, je l'évoquais tout à l'heure, le RN apparaît en grande difficulté parce que justement, il est rentré dans une autre stratégie. Les formations traditionnelles, tant à droite qu'à gauche, ne sont pas non plus très armées intellectuellement à ce stade pour ces évolutions-là. Ça va être l'un des grands enjeux de 2022 parce que 2022 va en partie se faire sur une crise sociale qu'on ne voit pas venir. Tout à l'heure, j'évoquais un peu l'astrologie, mais l'alignement des planètes en vue de 2022 et ce qui va les perturber, la crise sociale et la crise économique qu'on va prendre de plein fouet, va être un facteur majeur. Est-ce que le tabou économique n'est pas finalement toujours présent tant que nous sommes dans l'Union européenne? C'est l'une des grandes difficultés aujourd'hui. Alors on voit que l'Allemagne bouge malgré tout. Sur le plan de relance, certes, mais même la vie politique allemande, si vous avez suivi un peu le congrès de la CDU, est en train de bouger. Il y a des choses qui sont en train de se transformer chez nos partenaires. Après, est-ce que tout ça bougera dans le même sens et est-ce que l'ensemble des pays seront en capacité de se coordonner pour avoir une politique industrielle au niveau européen, etc. Il y a très très loin de la coupe aux lèvres, surtout au vu de l'urgence. Donc à ce stade, et vu comment évolue l'Europe de front avec les élections présidentielles, c'est loin d'être évident. Emmanuel Macron, on disait tout à l'heure, a un logiciel de reprise de contrôle au niveau européen. Si jamais ça se fait au niveau européen, en effet, ça peut le servir et ça peut servir le logiciel qui est le sien. Si jamais ça ne se fait pas au niveau européen et que ça implique un renoncement de sa part d'agir quelque chose au niveau français, il y a pour les oppositions qui voudraient se saisir de ça à un niveau national, un vrai boulevard qui s'ouvre. Et du coup, en conséquence, on devrait déduire que les partis actuels sont dans l'obligation finalement de faire évoluer leur logiciel. Le monde dans lequel on entre en réalité est un monde qui comporte de nombreux aspects de nouveautés. Donc rester sur les logiciels de 2017 ou pour certains même de 2012 en vue de gagner 2022, ça paraît aujourd'hui totalement anachronique. Donc il y a une vraie nécessité aujourd'hui de repenser les conceptions du monde, les électorats, les positionnements politiques en vue de 2022. La gauche a déjà plutôt engagé le travail sur ce plan-là. À droite, on voit qu'il y a beaucoup de débats entre Aurélien Pradier et Guillaume Pelletier qui représentent un peu deux lignes sur ces questions-là. Est-ce que vous pensez qu'on est sur une bonne direction ou est-ce que ça peut être... L'idée de faire plus d'assistance entre guillemets pour la droite, pour son électorat et pour l'électorat qu'elle vise, m'apparaît pas forcément être une bonne idée. L'idée de revenu universel, d'augmentation du SMIC, etc., m'apparaît pas forcément être en lien avec l'époque et l'électorat de la droite. Ce que peut vendre la droite, c'est une reprise de contrôle à travers une reconstruction de l'outil industriel, à travers une reprise de contrôle de la souveraineté économique, reconstruction d'une entreprise, d'une industrie, reconstruction d'une autonomie stratégique dans des grandes filières. Là, le macronisme a fait des erreurs assez fondamentales sur EDF, etc. Là, il y a de vrais dossiers, Alstom, il y a de vrais dossiers sur lesquels le président de la République peut être attaqué parce que sa politique en la matière a été en contre-courant de l'histoire qui vient. Donc, sur ces dossiers-là, reconstruction industrielle, souveraineté industrielle, un peu à la De Gaulle en réalité, et sur un retour du logiciel qui était celui de la droite dans les années 60 et 70, il y a probablement quelque chose à faire, quelque chose à construire qui permette de tenir l'électorat LR, d'aller voir l'électorat RN et de manger également sur une bonne partie de l'électorat de gauche. C'est vrai que la tentative de rattrapage sur ces questions-là qu'on a vu avec le veto mis sur le rachat de Carrefour par Couche-Tard a été pas forcément convaincante encore à ce stade. C'est pas forcément convaincant, d'autant que pour le coup, il y a une errance stratégique dans la manière dont on pense les priorités. Est-ce que Carrefour est vraiment une priorité stratégique, plus que Sanofi, plus que Alstom, plus que DF? Il y a des questions qui se posent et qui reposent évidemment la question de l'articulation avec l'Union européenne, de repenser au niveau européen de vraies politiques de souveraineté stratégique. Là, encore une fois, pas sûr que les partenaires soient prêts à aller dans ce sens-là. D'une certaine façon, on peut se dire que Macron est un peu un Sarkozy de gauche. Est-ce qu'il faut, du coup, pour le battre, un Hollande de droite, qui pourrait être Xavier Bertrand, par exemple? Le hollandisme était un retour, une volonté de retour à une forme de normalité politique.
avec un vote anti-Sarkozy qu'il a porté. Je ne suis pas sûr qu'il faille ça pour battre Emmanuel Macron. Il faut apparaître justement comme ayant à la fois l'aspect rassurant de l'ancien monde, c'est-à-dire celui de la compétence politique. Le procès en incompétence de la majorité est quelque chose qui aujourd'hui lui pèse beaucoup, hein, et qui a beaucoup pesé dans les crises qui se sont succédées. Mais au-delà de ça, il faut arriver à incarner justement ce coup d'avance, ce monde d'après, cette capacité à repenser un monde qui change et une réalité qui s'est transformée. Et ça, pour le coup, ça implique pas un retour à la normalité. Être rassurant et être normal, c'est pas la même chose. Être rassurant, c'est être capable de tenir la barre dans la tempête. Être normal, c'est simplement être capable de naviguer en eau calme. Or, aujourd'hui, les eaux ne sont pas calmes. Il y a un enjeu qui est particulièrement important, qui a fait un peu le cadre de l'élection de 2017, c'était la question de la rupture de confiance entre les citoyens et les élus. Emmanuel Macron a représenté une forme d'antisystème dans ce cadre-là. Aujourd'hui, cet antisystème, il a été largement contesté par la crise des Gilets jaunes. Quelle est sa dynamique pour 2022 ? Par exemple, l'abstention va-t-elle encore aujourd'hui représenter finalement la principale force politique ? Les principales dynamiques de l'abstention, au-delà de l'anomie d'une partie de l'électorat avec une distance de la politique, c'est principalement la non-perception des enjeux, avec l'idée que les élections, quel que soit leur résultat, eh bien, auraient un effet relativement neutre, ce qui explique en grande partie le désintérêt des Français pour les élections intermédiaires, qu'à tort ou à raison, ils considèrent comme n'influençant pas réellement leur vie quotidienne, alors qu'ils se mobilisent plus pour les élections présidentielles, et avec ensuite une grande abstention différentielle, les législatives. Donc là, on peut penser qu'au vu de la situation politique, on va avoir une mobilisation de l'électorat. C'est-à-dire que, au vu de ce qu'engage le pays, de ce qui est engagé pour le pays en 2022, on a lieu de penser qu'en effet, il peut y avoir une remobilisation. Prenez les élections américaines, vous avez une remobilisation, pas seulement parce que vote par correspondance, etc., mais parce que vous aviez la perception réelle d'un enjeu fort. Ensuite, c'est lié à un autre élément qui est en fait la polarisation politique. Plus vous avez l'impression que entre les deux camps qui s'affrontent, eh bien, il n'y a pas réellement de différence, il n'y a pas réellement de politiques alternatives qui se font face, plus en réalité, eh bien, vous n'avez pas vraiment envie, en tant qu'électeur plus ou moins politisé, eh bien, de vous déplacer. Là, si jamais il y a une structure politique qui implique une vraie polarisation et une vraie alternance, on peut avoir une redynamisation de l'électorat. Après l'idée que, eh bien, une nouvelle force qui viendrait de nulle part l'emporterait parce que justement elle réactiverait un nouveau logiciel politique, comme ça a été le cas de la République en marche en 2017, j'ai un peu de mal à y croire. Je crois que pour le coup, on tourne la page d'une période historique. D'abord parce qu'en effet, il y a eu Emmanuel Macron et qu'à partir de là, eh bien, la République en marche a déjà pu capitaliser là-dessus, que ça n'a pas donné les effets escomptés. Et ensuite parce que, face à la crise, comme je le disais tout à l'heure, il y a besoin pour une grande partie de l'opinion d'être rassuré, de savoir que ceux qui sont aux manettes savent où ils mènent le pays, et ça, évidemment, ça va assez peu avec l'aventure. Le projet de vote par correspondance, selon vous, c'est un recul pour la République ou c'est une avancée justement pour combattre ce manque de lien avec le citoyen ? Vous savez, moi j'ai bossé, alors pas sur le vote par correspondance, mais sur le vote en ligne et le vote par machine à voter. Et grosso modo, l'une des grandes difficultés avec ces modes de votation, et ce pourquoi le vote en ligne, par exemple, a été interdit et les machines à voter ont été interdites en Allemagne, c'est que vous ne pouvez pas réellement, assurer que le vote est réellement personnel. Et donc, il y a un risque, justement, d'être pris dans une logique de contrôle familial, de contrôle communautaire, qui va faire que, eh bien, votre vote, tout d'un coup, ne vous appartient plus tout à fait. Et ensuite, il y a un risque, c'est la Cour de Karlsruhe qui le dit, de perte de sens et de croyance en la démocratie. Parce que si je peux contrôler le processus électoral en regardant le processus de vote et en assistant au dépouillement, ou si je peux me projeter dans la personne qui va le faire, à ce moment-là, je crois que les élections ont bien fonctionné. Si en revanche, il y a des lieux où justement personne n'a pu contrôler, à ce moment-là, même si tout est bien assuré, etc., il y a un risque qu'une partie de l'électorat se dise, eh bien,
il y a un hic, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ce qu'on voit aux États-Unis aujourd'hui, les élections américaines se sont plutôt bien passées en réalité, mais le doute suffit tout d'un coup à entacher le processus démocratique. Et donc ça, au vu de l'état de l'opinion, au vu de la polarisation de l'opinion, au vu de la fragilité de nos démocraties à l'heure actuelle, je ne suis pas vraiment sûr que ce soit un luxe qu'on puisse se prendre. Et la proportionnelle, c'est une autre option pour les législatives, pour recréer des liens? Alors la proportionnelle, c'est un mode de scrutin qu'on caricature beaucoup en France. Quand on regarde un petit peu nos partenaires européens, quand on regarde la plupart des démocraties occidentales, on voit que, à part nous, la Grande-Bretagne, le Canada, la plupart des pays sont à la proportionnelle. Et quand on prend les enquêtes en sciences politiques, on voit que généralement la proportionnelle a tendance à ne pas forcément créer beaucoup d'instabilité, en tout cas pas plus que les modes de scrutin majoritaires, et a tendance à accroître la croyance des électeurs dans la représentativité des parlements. Donc la proportionnelle, on peut avoir un vrai débat, mais je crois qu'il ne faut pas la caricaturer. Ensuite, il y a la question du tempo. Vous ne changez pas un mode de scrutin à un an d'une présidentielle, surtout pas par un amendement à une loi qui n'a rien à voir, comme la loi sur le report des régionales. C'est un vrai sujet de campagne. C'est potentiellement, comme le dit François Bayrou, un sujet de référendum, mais ce n'est pas quelque chose que vous faites dans la queue de cerise d'un quinquennat. C'est quelque chose dont vous faites un élément central de votre programme, parce que, autant que beaucoup d'éléments qui sont présents dans la Constitution, et même si ça relève d'une loi ordinaire, le mode de scrutin, ça engage en profondeur et substantiellement la nature et le fonctionnement des institutions politiques. On voit qu'on est quand même dans une période politique où beaucoup d'expérimentations sont faites sur justement comment recréer de la confiance au niveau dans la politique, simplement. La République du tirage au sort, qu'on a vu à travers la commission citoyenne, à travers les 35 citoyens qui ont été tirés au sort pour la stratégie vaccinale. Est-ce que finalement, on n'est pas en train de remettre en cause profondément la démocratie représentative? Est-ce la fin de la démocratie représentative? Est-ce une bonne réponse finalement à la crise de la représentation? Est-ce que ça peut être une réponse intéressante? Ça peut être un élément d'appoint, c'est-à-dire qui permet d'enrichir la démocratie représentative, sachant que ce soit le tirage au sort ou que ce soit le RIC, c'est jamais une démocratie totalement désintermédiée. Prenons le RIC par exemple, pour arriver à réunir 500 000 signatures en Italie, plus de 4 millions en France, il vous faut des structures capables de récolter ces signatures. Quand vous regardez qui a signé ADP, ça représente assez largement en réalité la carte des réseaux militants de LFI et de ELV. Donc on voit que vous avez besoin d'un réseau pour faire monter les signatures, et que ce n'est pas une désintermédiation totale de la démocratie, simplement au réseau d'élus traditionnels, vous substituez d'autres réseaux qui sont souvent pas moins aristocratiques du point de vue de leur composition sociologique que les réseaux d'élus. Donc ça peut être un élément complémentaire, mais ça peut en aucun cas être un élément qui conduit à une substitution. Le cœur de la démocratie demeure la démocratie représentative. Vous pouvez lui adjoindre des éléments qui lui permettent de se renforcer et de faire remonter des problèmes qu'elle n'aurait pas traités sans ça, mais en aucun cas ça doit amener à un affaiblissement du Parlement, par exemple. Nous assistons à un recul des libertés publiques dans cette crise sanitaire, particulièrement, pour répondre aux enjeux auxquels nous faisons face. Comment concilier finalement aujourd'hui la liberté publique et l'efficacité de la réponse en temps de crise? C'est complexe en réalité. Quand vous regardez ce qui s'est passé depuis 2001 dans l'ensemble des démocraties occidentales, vous voyez que vous avez un recul des libertés publiques, avec notamment une normalisation des états d'exception. Est-ce qu'un état d'exception est justifié? La réponse c'est ça dépend. Il faut qu'il soit proportionné d'un côté, et ensuite il faut qu'il soit temporaire, c'est-à-dire qu'il faut qu'il s'adapte à la menace. Quand la menace est là, il y a état d'exception, et selon la menace, on proportionne cet état d'exception et les restrictions aux libertés publiques qui sont inhérentes. En l'occurrence, le problème avec les états d'exception depuis 2015 notamment, c'est qu'ils ont tendance, et pas qu'en France, ils ont tendance à rentrer dans le droit commun, soit à travers une reconduction ad vitam aeternam, soit comme à travers la loi SILT, une entrée en réalité, et en échappant en l'occurrence à la loi de 55, mais on verra ce qu'il en est de l'état d'urgence sanitaire. Donc là, il y a de vraies questions, c'est-à-dire qu'il est légitime pour l'État de plus restreindre les libertés publiques si la restriction de ces libertés publiques va dans le sens de l'intérêt général. Dès lors que ce n'est plus le cas,
Il faut pouvoir lever ces éléments pour laisser à la société sa liberté. Et donc, une adaptation à travers les états d'exception et des états d'exception calibrés, aujourd'hui, c'est l'une des vraies nécessités pour l'ensemble de nos démocraties occidentales, parce qu'en réalité, les crises auxquelles on a à faire face, Covid, terrorisme, c'est pas des crises d'un jour, c'est pas des crises d'une semaine, c'est pas des crises d'un mois ou même d'un an. C'est des crises qui sont structurelles et on ne peut pas être en état d'urgence permanent. Pour conclure, on a parlé de ne pas faire d'astrologie, mais peut-être tentons quand même un petit peu. 2021, je suis bélier. 2021 serait-elle meilleure que 2020 ? Alors là, c'est pas de l'astrologie, c'est de l'espoir, du vœu. On peut l'espérer en tout cas, mais 2021 va être une année charnière justement parce que 2020 a été une année traumatique dans le sens que quand on prend les enquêtes d'opinion, on voit qu'il n'y a pas eu de grands mouvements, pas seulement en France, dans tous les pays occidentaux, pas de grands mouvements électoraux. Il y a une forme de stupeur de l'électorat qui n'a pas encore tout à fait tiré les conclusions et mijoté suffisamment pour que les conséquences politiques inhérentes à la crise majeure qu'on est en train de vivre, se ressentent dans les urnes. Il est possible, notamment parce qu'on entre dans une année électorale avec les régionales et départementales d'un côté et le début de la campagne présidentielle, qu'on ait une restructuration à travers la repolitisation de l'électorat. Je ne sais pas si 2021 sera meilleur que 2020, mais en tout cas, elle va nous apprendre beaucoup de choses. Merci Benjamin Morel. Merci à vous.